30 mètres d'altitude. C'est la hauteur exacte à laquelle vous volez au-dessus de la jungle. Vous êtes assis sur le bord de l'hélicoptère, les jambes dans le vide, sans aucune paroi pour vous protéger. Entre vos genoux, 2000 munitions sont prêtes à être tirées par votre mitrailleuse. Vos yeux scannent chaque buisson, chaque zone d'ombre à la recherche d'une cible. Comment survivre dans un tel chaos? La réponse est simple. Votre seule protection, c'est votre arme. Le danger est partout. Dans le feuillage, un soldat peut vous viser avec un simple AK-47. Plus grave encore, une mitrailleuse de calibre 52 ou un canon anti-aérien de 23 mm. À cette altitude, un seul impact bien placé transforme l'appareil en une boule de feu. Il n'y a aucune marge d'erreur. Les mitrailleurs d'hélicoptères au Vietnam vivaient une situation paradoxale. D'un côté, une puissance de feu dévastatrice capable de raser une zone en quelques secondes. De l'autre, une vulnérabilité totale face aux moindres tireurs isolés au sol. Mais ce n'était que le début de leur mission. Ce rôle était crucial pour la survie des troupes au sol. Les pilotes avaient besoin de cette couverture permanente pour débarquer les hommes dans les zones rouges. Ce travail exigeait des nerfs d'acier et une endurance physique constante. Sur les images d'archives, on voit le mitrailleur agrippe fermement les poignées de son arme pendant que l'hélicoptère effectue des virages brutaux. Le vent frappe son visage, la chaleur du moteur est étouffante. À l'image, les douilles brûlantes s'accumulent sur le plancher métallique de l'appareil. N'importe quel soldat ne pouvait pas tenir ce poste. Il fallait savoir réparer une arme en plein vol sous le feu ennemi. Il fallait anticiper les trajectoires alors que l'appareil oscillait violemment. La peur était présente, mais elle devait rester silencieuse. À première vue, un simple appui aérien. Mais en réalité, un rempart humain entre la vie et la mort. Les tirs venaient d'en bas, rapides et invisibles. Le bruit des pales couvrait tout, sauf le sifflement des balles qui frôlaient la carlingue. Chaque sortie de zone était un miracle. Ainsi s'écrivait le quotidien des artilleurs du ciel. 1961, c'est le début de la guerre du Vietnam. À cette époque, l'équipage d'un hélicoptère est réduit au strict minimum. On compte un pilote, un copilote et un chef de bord. Ce dernier occupe aussi le poste de mitrailleur latéral. Pourquoi ont-ils ajouté un quatrième homme? La réponse est simple. Les premières embuscades sont un carnage. Les hélicoptères tombent les uns après les autres. L'état-major comprend que l'appareil est vulnérable sur ses deux flancs. À première vue, un renfort tactique. Mais en réalité, une mission suicide. Un nouveau membre rejoint l'équipage, le second mitrailleur de porte. On l'appelle le Shotgun Rider. Son rôle est l'un des plus terrifiants du conflit. Le soldat travaille dans le vide total. Il est simplement retenu à la carlingue par une sangle de sécurité, la Monkey Strap. La peur est constante. Le mitrailleur est suspendu à moitié hors de l'appareil. Il n'a aucun blindage, aucune protection contre les tirs venant du sol. Il est la cible prioritaire des tireurs embusqués dans la jungle. Est-ce que des soldats sont déjà tombés en plein vol? Oui, c'est arrivé. Parfois, l'homme restait suspendu dans le vide, accroché à sa sangle. Ses camarades devaient le hisser à bord sous les balles ennemies. D'autres n'ont pas eu cette chance. La sangle cédait ou n'était pas attachée. La chute était fatale. Mais ce n'était que le début. Ces hommes participent aux missions les plus périlleuses. Évacuation médicale sous le feu, soutien direct à l'infanterie ou suppression des nids de mitrailleuses ennemies. Ils volent des heures durant dans des conditions extrêmes. L'entraînement est brutal. Les recrues apprennent à utiliser le système d'intercom pour hurler les ordres. Ils mémorisent le système d'horloge pour indiquer les directions de tir. Midi pour l'avant, 6 heures pour l'arrière. Ils doivent aussi maîtriser le vol en formation. Leur priorité? Protéger les autres appareils tout en restant debout dans une porte ouverte à pleine vitesse. Sur les images d'époque, on voit le mitrailleur agrippe fermement son arme. L'outil de travail principal est la mitrailleuse M60. En cas d'enrayage, il dispose d'un fusil M14 ou M16 en secours. La M60 est une bête d'acier. Elle crache entre 500 et 650 balles par minute. Sa portée efficace atteint 1200 mètres. Dans cet enfer de métal et de végétation, le mitrailleur de porte est le seul rempart entre la survie et le crash. Ainsi s'est forgée la légende des cavaliers du ciel. 60 cm de métal. Le M60 subissait souvent des modifications sur le terrain. Les soldats le fixaient sur des pivots articulés ou des supports à rotules. Parfois, ils utilisaient un simple sando accroché au plafond de l'appareil. Le but était simple, gagner en mobilité pour couvrir tous les angles de tir. Mais le M60 n'était pas seul.
Dans les hélicoptères d'attaque, le M134 minigun régnait en maître. Une cadence de tir terrifiante, 6000 balles par minute. Combien de munitions emportait-il? Entre 2000 et 4000 cartouches selon l'objectif. Les artilleurs devaient gérer leur stock avec une précision chirurgicale. Pas de gaspillage. Il fallait tenir pendant toute la durée du soutien aérien. Toutes les 5 munitions, une balle traçante était insérée dans la bande. Une ligne de lumière dans l'obscurité. Elle permettait au tireur de visualiser sa trajectoire, surtout quand la visibilité tombait à zéro. Où servaient ces hommes? 2 options possibles, les slicks ou les gunships. Les slicks, comme le UH-1 Huey, servaient de transporteurs. Leur mission consistait à déplacer les troupes, livrer le ravitaillement ou évacuer les blessés. Ici, le rôle du tireur d'élite était défensif. Il protégeait l'appareil pendant les phases critiques, le décollage et l'atterrissage. À l'image, des soldats sautant dans la boue sous une pluie de plomb. Le M60 était l'outil standard pour ces manœuvres. À l'opposé, les gunships étaient des forteresses volantes. Leur mission était purement offensive. Les tireurs faisaient partie intégrante de l'équipe d'assaut. Ils appuyaient les troupes au sol avec un arsenal lourd, roquettes, miniguns et lance-grenades. Pourquoi pas plus gros? Les ingénieurs ont tenté d'installer la mitrailleuse de calibre 50. L'essai fut un échec. Le poids de l'arme et de ses munitions rendait l'hélicoptère instable et trop lent. L'entraînement des artilleurs était intensif. Ils apprenaient à tirer dans toutes les positions et sous tous les angles. La coordination avec le pilote était vitale. Le pilote devait incliner l'appareil pour aligner l'axe de vol avec le champ de tir de son artilleur. Mais le défi restait immense. Tirer avec précision depuis une machine en mouvement est un cauchemar technique. À première vue, une cible facile, mais en réalité, un calcul complexe. L'hélicoptère se déplace à haute vitesse. Il change d'altitude et d'angle en permanence pour éviter les tirs ennemis. Les cibles au sol, elles aussi, bougent sans arrêt. Les tireurs devaient compenser chaque mouvement, anticiper la trajectoire et lutter contre des forces invisibles. À cela s'ajoutaient les vibrations constantes de la structure. Le vent s'engouffrait dans les portes ouvertes avec une pression énorme. Stabiliser une arme dans ces conditions relevait de l'exploit physique. Le bruit des pales saturait l'espace. Le vent fouettait le visage des artilleurs. Chaque rafale demandait une correction immédiate pour atteindre l'objectif. Le moindre écart de visée se transformait en échec. Les munitions filaient dans le vide. La survie des hommes au sol dépendait uniquement de la maîtrise de ces mitrailleurs de l'ombre. La mission ne s'arrêtait jamais avant le retour à la base. L'arme était presque impossible à maîtriser. Comment toucher une cible depuis une machine en mouvement? La théorie enseignait des rafales courtes de 5 à 7 projectiles. Le tireur devait marquer une pause, observer l'impact, puis corriger sa trajectoire. Mais sur le terrain, la réalité était différente. La précision manquait. Les soldats compensaient ce défaut par un volume de feu massif. Les mitrailleurs balayaient la zone en larges arcs de cercle. Le but était simple, saturer l'espace pour maximiser les chances de toucher et forcer l'ennemi à baisser la tête. Il fallait viser à côté, littéralement. Les balles tirées depuis l'hélicoptère conservaient l'élan de l'appareil. Le tireur visait systématiquement derrière ou sous sa cible. Frapper directement l'objectif était inutile. Chaque tir demandait un calcul mental instantané pour ajuster la visée selon la vitesse et l'angle de vol. À l'image, le tireur est totalement exposé dans l'ouverture latérale. La protection était inexistante. Pour voler, l'hélicoptère devait rester léger. Installer des plaques de blindage lourdes comme sur des véhicules terrestres était exclu. De toute façon, la carlingue elle-même n'était pas par balle. Un bouclier n'aurait servi à rien. Les soldats portaient des vestes par éclat. Mais ces protections ne stoppaient que les petits débris. Contre un tir direct, elles étaient inutiles. Elles ajoutaient seulement du poids et une chaleur étouffante sous le soleil tropical. Les casques de vol offraient une sécurité minimale. Leur fonction principale restait la communication via l'interphone de bord. À première vue, un équipement de pointe. Mais en réalité, un fardeau encombrant. L'armée distribuait des plaques de céramique pour protéger le torse. Les soldats les appelaient les chicken plates. C'était une insulte. Porter cette protection signifiait que l'on était une poule mouillée. À cause du poids et de l'encombrement, beaucoup de membres d'équipage préféraient s'en passer. Ils préféraient le risque à la gêne de mouvement. Le mitrailleur était les yeux et les oreilles de l'appareil. Il scrutait le sol sans relâche. Sa mission, repérer le moindre mouvement dans l'enfer vert. Les Viet Cong maîtrisaient l'art du camouflage. Détecter une position ennemie depuis un appareil fonçant à pleine vitesse demandait une expérience immense. Mais l'erreur était humaine.
Identifier une silhouette dans la jungle était presque impossible. La confusion régnait en permanence. Cette incertitude a provoqué de nombreux tirs fratricides. Des alliés et des civils innocents ont payé le prix de cette visibilité médiocre. Le danger venait de partout, mais le plus grand risque restait l'imprécision. 1967. Pas de technologie moderne, pas de vision nocturne, pas de caméra thermique ni de drone de reconnaissance. Pourquoi les artilleurs ouvraient-ils le feu? C'était une question de survie. Le choix se faisait en une fraction de seconde. Depuis un hélicoptère lancé à pleine vitesse au-dessus de la canopée, les hommes scrutaient le vert dense de la jungle. À cette altitude, tout se mélange. Le Viet Cong maîtrisait l'art du camouflage. Les soldats ennemis se fondaient dans la population locale et disparaissaient dans la végétation. Le danger venait de partout. Souvent, les combattants en face n'étaient que des enfants, des jeunes de 12 ans intégrés au plan de bataille. À l'image, la mitrailleuse crache des flammes. Dans le vacarme des pales, il est impossible de viser avec précision. Les artilleurs de porte arrosent les bois sans savoir exactement qui ils touchent. Pour guider les frappes, ils utilisent des balles traçantes ou des grenades fumigènes colorées. L'objectif est simple, forcer l'ennemi à baisser la tête. Mais le pire restait à venir. Le moment le plus critique était l'atterrissage. On appelait cela les zones de posée chaude. Le sol appartenait à l'ennemi. Dès que les patins approchaient de la terre, les artilleurs déclenchaient un feu continu. Un déluge de plomb pour couvrir les troupes qui sautaient de l'appareil ou celles qui tentaient de s'y engouffrer. Ce tir de barrage protégeait l'hélicoptère, mais il transformait les artilleurs en cibles prioritaires. Il devenait le point de mire des tireurs d'élite et des lance-roquettes RPG. À première vue, une puissance de feu illimitée. Mais en réalité, un calcul permanent. Les munitions s'épuisaient vite. Il fallait gérer chaque bande de cartouches pour tenir jusqu'à la fin de l'extraction. La situation a empiré. Dans le chaos des missions, entre le bruit assourdissant des moteurs et les détonations, l'imprévisible arrivait souvent. Un jeune artilleur a vécu cette horreur. Son unité venait de neutraliser un groupe de combattants au sol. Les tirs avaient cessé. L'hélicoptère s'est posé pour inspecter la zone et compter les pertes. Sur la vidéo, on voit le soldat s'approcher des corps. L'un des ennemis bougeait encore. L'histoire s'est arrêtée là. Il a sauté de son poste sans prévenir personne. Son objectif était d'aider un ennemi blessé au sol. En se retournant, le choc est total. Son hélicoptère s'éloigne déjà dans le ciel. Personne n'a remarqué sa disparition. Pourquoi est-il resté planté là? Il n'avait pas le choix. Seul, désarmé, en plein territoire hostile. Il est resté 30 minutes aux côtés du soldat ennemi avant que son équipage ne fasse demi-tour. À l'image, un homme isolé au milieu de la jungle. Il s'en sort avec une simple réprimande. Il a eu de la chance. Mais la chance n'était pas la règle. La mort frappait souvent par accident. Un harnais mal fixé, une sangle qui lâche, une seconde d'inattention lors d'une manœuvre brutale. Les mitrailleurs latéraux tombaient littéralement dans le vide. Un autre soldat a chuté à basse altitude. La scène est surréelle. Il atterrit directement sur 2 soldats du Viet Cong. Le choc coupe le souffle aux 3 hommes. Le mitrailleur reprend ses esprits le premier. Il s'empare d'une arme ennemie. Il neutralise les 2 cibles. Il attend l'extraction. Pour cette action acrobatique, il reçoit une médaille de bravoure. Sans témoin, personne ne l'aurait cru. La situation a empiré. Souvent, des mitrailleurs mortellement blessés refusaient d'arrêter le feu. Ils continuaient de couvrir l'unité au mépris de leur propre vie. Le sang coulait sur le plancher de l'appareil, mais la cadence de tir ne faiblissait pas. Il y avait aussi les missions d'évacuation médicale. On entend le sifflement des balles contre la carlingue. Les pilotes plongeaient sous un déluge de plomb pour récupérer les blessés. Les vétérans décrivent un quotidien binaire. 90% des missions consistaient à fixer la jungle vide pendant des heures. Un ennui total. Les 10% restants étaient une terreur pure. Dans ces moments-là, chaque homme priait pour retrouver l'ennui de la jungle. Le prix psychologique était énorme. Le taux de perte figurait parmi les plus élevés du conflit. Voler, tirer, voir des cadavres, recommencer. Ce cycle quotidien brisait les esprits. Les traumatismes étaient inévitables. La fatigue de combat devenait la norme. Presque tous les membres d'équipage ont vu un ami mourir à quelques centimètres d'eux. Dans le bruit assourdissant des pales, l'horreur était constante. Ces hommes sont restés les vétérans les plus marqués de la guerre du Vietnam. L'histoire a retenu leur sacrifice.